En Afrique, les enfants de moins de 15 ans représentent 43% de la population. Parmi les 10 millions d'enfants qui décèdent dans le monde chaque année, l'Afrique représente pratiquement la moitié de la mortalité des moins de 5 ans et 36% des décès néonatals, alors que le continent africain ne compte que 23% de l'ensemble des naissances. Les principales raisons sont les maladies infectieuses, diarrhée, paludisme, pneumonie et infections respiratoires, le tout aggravé par une situation endémique de malnutrition, ainsi que des causes liées aux conditions de vie, accidents de la route, plaies, brûlures, fractures. À cela, il faut ajouter un ensemble de pathologies soit chroniques, soit devenues chroniques suite au progrès de la médecine et à l'amélioration de l'offre de soins. La drépanocytose, l'infection par le HIV, le diabète, les cardiopathies ou certains cancers. Pour ces multiples et diverses raisons, les enfants sont les principaux usagers des services de santé et des hôpitaux. Face à ces mutations sociales et à ces questions sanitaires, si l'on a progressé dans les connaissances cliniques et les études épidémiologiques, force est de constater que l'on ne sait quasiment rien sur la façon dont ces enfants vivent, se représentent et éprouvent parfois douloureusement leur maladie, comprennent les traitements, ressentent les soins, vivent leur handicap. On s'adresse à des enfants dans une société où l'éducation et la culture dominante fait que la parole n'est pas souvent donnée aux enfants, encore même à certains parents, notamment les mères. Les parents ne donnent pas trop la parole aux enfants et cet enfant qui arrive à l'hôpital sur la décision des parents, sans pour autant parfois qu'ils ne comprennent pourquoi il est arrivé à l'hôpital ou dans une structure de santé, il arrive, il trouve un personnel qui non plus ne lui donne pas la parole. Donc il n'a aucune occasion de s'exprimer sur son ressenti par rapport à sa maladie, mais également sur son ressenti par rapport à ce qui va lui être proposé comme soin, supposé améliorer son état de santé. Il y a des aspects très particuliers comme la douleur ou bien l'administration des soins douloureux dans lesquels le personnel également n'a pas été suffisamment formé dans les facultés de médecine, dans les écoles de formation de sages-femmes ou d'infirmiers, au point où la grande majorité des soignants, en tout cas à l'état actuel des choses, ne conçoit pas que la douleur soit importante à considérer chez un nouveau-né ou bien un enfant plus grand. Chez un nouveau-né, c'est l'absence de douleur qui est conçue comme étant une réalité, qui ne l'est pas réellement, bien sûr. Et chez les enfants plus grands, la douleur, il faut la gérer essentiellement par des moyens physiques surtout, c'est-à-dire maîtriser l'enfant, l'attacher, ou etc., pour justement aller vers l'essentiel, entre guillemets, ce qui est considéré par le soignant, qui est l'administration du soin. Et pourtant, il suffit d'écouter les enfants pour comprendre qu'ils ont beaucoup de choses à dire et à faire partager sur la maladie, sur leur maladie, sur l'hôpital et sur les soins. Comment leur offrir des soins de qualité sans les écouter et leur donner la parole, sans en faire de véritables acteurs de leur santé ? Je dormais et puis j'avais des maux de ventre. C'est comme cela que j'ai compris que j'étais malade. Je pleurais, je faisais des grimaces et je m'appuyais sur mon ventre. J'étais très malade. J'avais peur du docteur, de la maladie, parce que j'avais peur de la mort. Je n'aime pas la perfusion, l'odeur des médicaments. Je n'aime pas les piqûres. Quand on me place une perfusion, parfois je suis triste. Nous sommes arrivés par les transports en commun, car nous venons d'un village. Puis de la gare routière, nous avons pris un taxi pour l'hôpital. À l'arrivée, j'ai vu un homme, mais je ne sais pas s'il est docteur ou infirmier. Je ne sais pas faire la différence entre eux. Ils sont tous en blouse blanche.
Quand il rentre dans la chambre, il me regarde, donne une ordonnance et le docteur dit d'aller payer les médicaments pour les soins du soir. Parfois, on me souhaite une meilleure santé. Je ne suis pas triste, car si on me donne les médicaments, je vais guérir. Je ne pleure pas, mais ma mère a dit au docteur qu'elle n'a pas d'argent pour la radiographie. En réalité, l'hôpital ne me déplaît pas, c'est plutôt le manque de moyens de mes parents qui me rend triste. Mon père, il dit que ma maladie lui a fait beaucoup dépenser, que mes autres sœurs ne lui font pas dépenser comme moi je lui fais dépenser. Ça me rend triste. C'est parce que je suis la seule qui le fait dépenser et que les autres ne lui font pas dépenser autant. C'est comme si ce n'était pas la peine que je vienne au monde, comme ça je ne le ferai pas dépenser. Il y en a qui grondent et d'autres qui ne grondent pas. Quand ils enlevaient la perfusion, il y a une femme, quand elle enlève, ça fait mal. Les autres, ça ne fait pas mal. Mais cette femme fait toujours mal. Il y en a un, j'avais refusé qu'il me fasse une piqûre et il m'a dit que si je ne disais rien, il me donnerait un bonbon. Il ne m'a pas donné le bonbon. Il ne m'a pas donné d'explication sur ma maladie. Ils ont parlé avec ma mère. On vient souvent voir le docteur. Chaque mois, je n'ai pas peur. Je me sens soulagée. Parfois, quand je ne suis pas content, la doctoresse me parle et je deviens heureux. Elle me demande si j'ai bien pris les médicaments. Si je n'ai pas bien pris, elle me demande pourquoi. Je ne suis pas contente de venir voir le docteur parce que j'ai peur de la piqûre. La doctoresse me salue. Elle parle avec maman. Elle me demande d'enlever mes habits et elle prend ma température. Je ne pleure pas. Parfois, je ris quand elle me taquine ou quand elle me met le thermomètre sous le bras.
Par ailleurs, les praticiens, médecins et personnels paramédicaux, soignent et vivent chaque jour avec ces jeunes patients. Qu'éprouvent-ils ? Comment font-ils pour trouver la force de soigner malgré parfois le manque de médicaments, la violence des situations qu'ils doivent affronter et les nombreux décès des malades ? On ne peut améliorer les soins sans comprendre les soignants qui les prodiguent chaque jour. C'est à ces deux questions, comment faire pour que les enfants deviennent des acteurs de leur santé et comment aider les soignants dans leurs interactions avec leurs petits malades, que le programme Inspédia, Enfants et soins en pédiatrie, s'est consacré. L'équipe Inspédia comprend autant de chercheurs en sciences sociales que de soignants pédiatres, hématologues, cancérologues et personnels infirmiers. Ensemble, de façon amicale, pluridisciplinaire et dans le respect réciproque de leur discipline, ils ont écouté les enfants, analysé des gestes de soins, tenté d'améliorer des situations de soins et de vie, réfléchi à la mort malheureusement toujours présente et aux soins palliatifs lorsqu'ils deviennent l'unique solution pour affirmer la vie jusqu'au bout. Si les instruments d'analyse sont parfois différents, les buts des anthropologues et des pédiatres sont les mêmes, améliorer concrètement l'offre de soins. Le premier travail qui a été fait par les équipes d'anthropologie a été de donner la parole aux enfants, de faire que ces enfants, qui souvent sont soignés, deviennent aussi des acteurs de leur santé. Bien évidemment, ces enfants et les pathologies qu'ils ont à affronter sont divers. Il y a des enfants plus ou moins jeunes, plus ou moins vieux, qui parlent plus ou moins bien, parfois qui s'expriment en français, parfois dans les langues locales. Il y a des enfants qui souffrent de pathologies chroniques, d'autres qui affrontent des maladies aiguës. Et donc les situations sont différentes. Mais à chaque fois, bien évidemment, il faut les écouter et savoir comment, à la fois, ils disent leur maladie, comment ils pensent aussi que la maladie, des fois, les sépare de leurs amis, comment ils regardent ce qui se passe dans les services. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une morgue? Est-ce qu'il y a une salle pour les soins? Quelle est la place réservée à leurs parents? Il faut aussi savoir comment ils regardent et analysent les soins qui sont faits à leurs amis, à ceux qu'ils voient dans leur chambre. Et puis surtout, la façon dont ils conçoivent les soins qui leur sont offerts et parfois comment aussi ils ont à affronter non seulement la violence de la maladie, mais ce qu'ils perçoivent, des fois à tort, mais des fois aussi à raison, comme étant la violence des soignants. Et c'est donc le premier travail que l'on a fait. Le deuxième travail, c'est que, bien évidemment, on ne voulait absolument pas se contenter d'une parole subjective des enfants. Il fallait aussi observer objectivement quels étaient les gestes de soins et comment ils se déroulaient. L'équipe d'anthropologie a, cette fois-ci, analysé un ensemble de gestes de soins de façon systématique et rigoureuse. Par programme, par exemple, et par pays, eh bien, on travaillait sur 10 injections, 10 perfusions, 10 ponctions lombaires. Et à ce moment-là, on a réussi à avoir des sortes de relevés, qui étaient des relevés tout à fait systématiques de ces questions-là et de la façon dont étaient effectués les gestes de soins. Troisième point, on s'est appuyé sur un petit livre que l'on a édité, qui reprenait des dessins d'enfants, qui reprenait des verbatims, c'est-à-dire des paroles d'enfants, mais qui s'appuyait aussi sur la régularité des gestes de soins. Et on a dit au personnel de santé à la fois ce que les enfants percevaient des soins, mais aussi la façon dont ils effectuaient leurs gestes de santé. Puisque des fois, dans le cœur de l'action, on n'a pas le temps de se regarder travailler, eh bien on leur a offert ce miroir, cette manière de se voir travailler. Et donc on a construit dans ces services de pédiatrie, en tout cas c'était notre but, une réflexivité des gestes de soins et un retour de la parole des enfants. Le tout étant pour nous de construire et d'améliorer les interactions entre les soignants et les soignés et petit à petit d'aménager une place peut-être plus cohérente pour les enfants à l'intérieur de ces services qui sont dédiés à leur santé. Un autre point de notre programme, et grâce à des subventions à la fois de l'UNICEF, des fonds Muskoka et de la Principauté de Monaco, nous abordons maintenant un moment de mise en commun de ces expériences, de ces travaux qui ont été réalisés dans les différents services. Et on va essayer aussi, et c'est ce qui était le but de ce travail, de travailler sur l'amélioration réelle de la qualité des soins. Pour cela, on a, dans un premier temps, les anthropologues ont décrit
leurs études de cas, ont présenté leurs études de cas, ce qui marchait et ce qui ne marchait pas, pour le dire très simplement. On a mis ensuite en commun autour de tables rondes pour que les pédiatres puissent réagir aux analyses des anthropologues, les enrichir, des fois les critiquer, des fois dialoguer en tout cas entre les sciences sociales et les disciplines de la santé. On a, dans un second temps dans ce séminaire, essayé d'élaborer, non pas des réponses, parce qu'il n'y a sans doute pas des réponses à la douleur ou à la maladie, mais d'élaborer des pistes de réflexion pour améliorer au jour le jour les systèmes de santé. Vous êtes le soignant qui allez rentrer dans la salle et vous allez être le soignant qui est un peu raide avec l'enfant, hein, c'est-à-dire que vous ne lui parlez pas. Hein, il arrive aux urgences, vous ne lui adressez pas à lui, vous êtes occupé par autre chose, vous êtes stressé, peu importe. Et puis vous allez venir, j'ai amené du matériel, et puis vous allez faire comme si vous allez faire la prise de sang, hein, sans parler. Donc vous faites ça, vous prenez son bras, vous commencez un peu à le déshabiller, hein, comme ça, remontez l'amant, vous serrez, et puis vous venez avec... j'ai fait exprès de prendre aussi une grosse seringue pour qu'on se rende compte que proportionnellement, sur un petit corps d'enfant, l'impression que ça fait. Je refuse. Je refuse. Pas... Non, pourquoi? Qui êtes-vous? Ok, appelle-moi. Aidez-moi. Je veux rentrer maintenant à la maison. Ce qui est plus choquant, c'est le mutisme de l'infirmier qui n'a même pas pris la peine d'expliquer à l'enfant ce qu'il voulait lui faire. Et choqué également par le fait que ce personnel dispose comme il veut d'un enfant qui est sans moyen de défense. Donc ça, par contre, c'est le manque de communication, c'est le manque vraiment d'empathie. Et ce que j'ai également ressenti, c'est la violence physique et morale. Bonjour mon ami. Bonjour. Comment tu t'appelles? Boubacar. Moi c'est Daniel, je suis infirmière. Ah d'accord. Tu es malade? Ouais, où est-ce que tu as mal? Au dos? J'ai mal au dos. Ok. Pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas, on va te faire une prise de sang. C'est un peu douloureux. Ça va pas trop mal? Non, trop, ça va pas trop mal. Tu vas juste m'aider. Tu ne faudra pas bouger, d'accord? D'accord, on va essayer. Tu permets que
Je vais piquer là, d'accord? D'accord. Faut faire doucement, hein? Tout doucement avec. Pas faire mal, hein? Là. Ici? Tu ne bouges pas, d'accord? Oui, là. Juste là. D'accord. Tu ne bouges pas. On ne bouge pas. Bien. Ah, merci. Ça n'a pas fait mal, n'est-ce pas? Ah, un peu? Un peu. Ça va. Oui, là, ça faisait mal hier. Oui. Ah oui, mais non, avec les pages qu'on a mis, ça te fera pas mal. Hein, tu as une belle veine ce matin. Hein? Ouais. Alors, donc on te met le garrot. D'accord. Voilà. Bon, on nettoie un peu avec l'alcool. Voilà. Et tu fermes le poing. Voilà, c'est comme ça que tu m'aides pour que ça te fasse pas mal. Ah, oui, N'est-ce pas? Allez, c'est bon. Ah, Allez, oui. ça va, on est dans la veine. Hein? C'est bon? Voilà. Eh bien, on ne va pas enlever tout ton sang, c'est tout juste un petit bout. Hein? Allez. Le premier cas, la première situation, on voit la tonne d'énergie que les deux dépensent. Hein? Aussi bien le patient, aussi bien le soignant. Hein? Donc, beaucoup d'énergie et au finish, beaucoup de déception de part et d'autre. Hein? Le patient est déçu et la soignante aussi, vraiment, elle ne repart pas avec une satisfaction. Au contraire, hein, une déception aussi. Et en tout cas des deux côtés, une rupture qui semble consommée. Hein, puisqu'il m'a dit, bon, vraiment, hein, je ne veux plus de vous. Donc, vous voyez, la rupture est là, consommée. Donc, la deuxième situation, c'est tout à fait le contraire. Je vois que, bon, moins d'énergie dépensée, voilà. Le fait d'échanger, cette communication, on dépense moins d'énergie. On a l'impression qu'on gagne du temps dans la première situation, alors que non, l'autre, on communique, on a communiqué, on a gagné du temps. Donc, moins d'énergie dépensée à travers cette communication. Et au finish, une satisfaction en tout cas partagée entre nous. Et bon, pour le futur également, en tout cas, il y a la confiance qui est là, qui est établie. On peut négocier toujours les soins avec cet enfant. Déjà, le premier soin, c'est mal passé pour moi et pour mon petit patient. Parce que quand j'approchais, il était déjà en train de se défendre. Je n'étais même pas près de lui, je ne l'avais même pas touché parce que mon visage était fermé. Il a bien vu que je venais lui faire quelque chose qui allait lui faire mal. Je l'ai déplacé sans rien lui expliquer. Je l'ai déshabillé, j'ai mis mon garrot. Et mon visage était toujours attaché. Lui, il était vraiment en train de résister. Au bout, vu sa résistance, j'ai dû appeler une deuxième infirmière pour venir le tenir, sans lui expliquer. J'étais juste en train de le pousser, mais reste tranquille, reste tranquille. Après, j'ai fait mon soin, je l'ai laissé en train de pleurer. Mais après ça, je me suis sentie mal parce que j'ai culpabilisé. Mais je ne pouvais plus m'excuser parce que j'avais fini et j'étais partie, j'étais passée à autre chose. La deuxième fois, il m'a vue souriante à distance. Il m'a d'abord... je pense qu'il était traumatisé par la première expérience. Il a dû m'écouter, mais tout le temps, il me disait non, je ne veux pas que vous me fassiez mal. Non, non. J'ai dû parler beaucoup plus longtemps et le flatter, lui dire que ça va bien se passer. Et après, il a accepté. Et j'ai même dû lui demander si on était maintenant copains. Il a dit oui, c'est bon. Après, bon, ça s'est bien passé par la suite. Pour mon premier soin, c'est un patient surpris. Donc, il n'était pas préparé. Je suis arrivée là. J'ai défait la chemise et directement le prélèvement. Bon, il avait peur, du coup, il ne s'est pas débattu, quoi. C'est comme s'il prenait le temps de se rendre compte de ce qui se passait. Donc, après le soin, je suis partie sans rien dire. Mais pour le deuxième soin, bon, à la première approche, c'est vrai, j'étais souriante, mais avec
comment on dit, la dernière histoire, il était un peu crispé. Et quand j'ai pris le temps de me présenter, de lui demander comment il allait, il s'est relâché. Et puis, bon, la conversation, elle est passée toute facilement. Je lui ai expliqué ce que j'allais faire. Lui-même m'a montré où est-ce que je devais piquer. Et puis, bon, le soin s'est passé tout simplement. On vous donne là, avec les brainstorming, avec les sketchs, des outils de formation pour vos services, en fait. Parce qu'en fait, on sait très bien que spontanément, vous n'allez pas agir d'une façon violente, mais peut-être dans vos services, il y a aussi voilà. Et c'est un outil assez bienveillant de faire ça, puisque c'est un jeu quand même. Mais même si c'est un jeu, vous ressentez les émotions et vous pouvez les dire après à vos collègues. Et donc, vous allez pouvoir effectivement utiliser ces outils dans vos services. La première chose que moi je retiens, c'est qu'il faut vraiment améliorer notre communication, nos moyens de communiquer. Il faut toujours communiquer. Et même aussi jeune que puisse être l'enfant, on peut vraiment arriver à capter l'attention de l'enfant sur de petits gestes, de petites choses. Et également dans les soins, privilégier non seulement la communication, mais également les échanges, ce qui permet c'est des moyens de diversion qui font que l'enfant, à un moment donné également, va être diverti par autre chose que par le geste. Il faut qu'on puisse vraiment sortir de notre routine, prendre l'enfant, le prélever. On est effectivement submergé par cette faculté à avoir des résultats. Il faut que tu sois prélevé, il faut que c'est bien pour toi. C'est bien certes, mais il faudrait vraiment qu'on puisse privilégier cette communication-là. Donc je pense qu'à partir vraiment d'exemples dans nos services, une fois de retour, je pense qu'on pourrait éventuellement organiser des scénarios, prendre des images, et puis ça nous permettra de faire notre propre autocritique une fois de retour. Donc vraiment, je vous remercie pour ça. Là, dans les services, bien souvent, quand on utilise traditionnellement les médicaments, parler à l'enfant, expliquer le soin, l'enfant subit le soin. Ce qui fait qu'il est souvent très focalisé sur sa douleur et sur la peur. C'est-à-dire, il se dit, on va me faire, si on prend juste l'exemple de la prise de sang, il a le regard sur l'endroit qui va être piqué. Et le soignant, comment il est centré sur l'endroit qu'il va piquer. Donc en fait, tout le monde est à cet endroit où il va se passer ce quelque chose. Quand on met en place une technique psychocorporelle, ce qui change, c'est qu'on va rendre l'enfant acteur du soin. Il ne va pas simplement regarder ce qu'on lui fait, il va participer. En chantant, en jouant, en respirant, en imaginant, en pensant à autre chose. Il peut aussi donner, c'est moi qui donne le top pour faire la piqûre, des choses comme ça. Donc on va le focaliser sur son imaginaire en utilisant ses ressources à lui. Quelles sont ses capacités d'imaginer une belle histoire, de se prendre pour un héros, etc., etc. Parce que pour faire une piqûre, pour avoir une piqûre, il faut quand même être courageux. Donc il y a peut-être un petit héros à l'intérieur de soi. Et pour le soignant, ce qui change, c'est qu'il ne va plus être centré sur le soin, sur l'acte, il va être centré sur l'enfant. Donc ça demande au soignant une certaine ouverture. Donc on est à l'aise avec le soin, et comme on est à l'aise avec l'acte en lui-même, on peut s'intéresser à l'enfant, le regarder et voir si ce que l'on fait convient. Peut-être que vous pouvez vous détendre un petit peu en respirant calmement, tranquillement. Faites à votre rythme et vivez l'expérience très simplement. Très, très simplement. Voilà, encore, c'est très bien ce que vous faites. Moi, je le sens là, c'est super. Et vous pourrez refaire à la maison tranquillement, de respirer et de relâcher cette zone-là qui est un petit peu tendue. De le faire à votre rythme, tous les jours un petit peu, pour que ça aille mieux. Ça, c'est de l'hypnose conversationnelle. Vous voyez, hop, j'en branche. Je ne dis pas, attention, je vais vous faire une hypnose. C'est dans la conversation, on dit bonjour. Je m'appelle Christine, je suis infirmière. Je suis ravie de vous rencontrer. Vraiment ravie. Pareil, j'ai une prise de sang à vous faire aujourd'hui. Vous étiez au courant? Oui, vous étiez au courant. Est-ce que vous avez des craintes? Pas en particulier. Pas en particulier? Et vous pensez que je peux la faire là, la prise de sang? Là, maintenant? Bien sûr. Bien sûr? Oui. Quel bras on prend? Le bras droit. Le bras droit? Oui. Ok. Celui-ci, il est bien? Oui.
Ok. Pendant que moi je fais le soin, qu'est-ce que vous voudriez? On parle de quelque chose? Vous voulez que je vous prévienne? Vous voulez qu'on parle d'autre chose? Raconter une histoire. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Une histoire de quoi? Je sais pas, de la forêt. D'une histoire de forêt? Une forêt de baobab ou une forêt de sapin? Une forêt de baobab. Idéalement. Ah, une forêt de baobab avec tous les fruits, etc. Et vous commencez à mettre le garrot et vous parlez de la forêt de baobab. Vous voyez? Ça, c'est de l'hypnose conversationnelle. Et il sait que je suis là pour lui. Merci. En fait, l'état hypnotique, c'est un état naturel. Spontanément, chacun d'entre nous, à différents moments de la journée, on décroche. C'est-à-dire qu'à la fois, on est là, et puis en même temps, on est en train de penser à autre chose. Alors, on peut le vivre aussi en lisant un livre, où d'un seul coup, on n'entend plus du tout ce qui se passe autour de nous parce qu'on est captivé par un film ou par un livre. Donc il y a plusieurs définitions de l'hypnose au fur et à mesure des années, parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié au niveau des psychologues et des psychiatres. Une des dernières définitions date de 2007, où l'hypnose se définit comme un mode de fonctionnement psychologique par lequel donc, le sujet, ça va être l'enfant, en relation avec le praticien, le soignant, fait l'expérience d'un champ de conscience élargi. Donc vous voyez que l'hypnose, il y a deux dimensions. Il y a l'état en lui-même, qui est naturel et qu'on va provoquer, et il y a la dimension relationnelle. Et dans la dimension relationnelle, la communication a une place très importante. Et la qualité de relation. Quand on est face à une douleur, l'hypnose peut nous servir à plusieurs choses. Soit à diminuer l'intensité. L'enfant dit « moi j'ai trop mal, j'ai mal à 6, ça va pas ». Ok, à combien tu serais mieux? Il vous dit 3. Vous dites 3 à 6 à 3, c'est dur quand même. Bon, 4. Ok, adjugé vendu, 4. Donc vous faites une séance pour descendre l'intensité à 4. Vous pouvez travailler sur le caractère désagréable de la douleur. Ça me brûle, ça me pique, ça me serre. Quand les enfants ont notamment des cancers, des tumeurs, ils ont des sensations neuropathiques qui sont très désagréables et on peut diminuer des sensations de brûlure, diminuer des fourmillements. On peut aussi diminuer des fréquences de crise quand on fait des séances d'hypnose et qu'ils pratiquent l'auto-hypnose de façon régulière. Les crises de céphalée vont pouvoir parfois s'estomper. La communication est très importante en hypnose. Ça, vous l'avez compris, vous avez vu, on a un rythme de voix, on parle positif, on est centré sur l'autre, on est calme. Et même quand on est aux urgences et que ça cavale partout, on reste calme. Et quand vous êtes calme, vous créez une forme de bulle avec l'autre. Donc même moi, quand c'est aux urgences et que ça crie et qu'il y a des brancards un peu dans tous les sens, etc., je suis avec le patient, avec l'enfant, et je lui parle. Et j'essaye de faire cette bulle avec lui. Et comme ça, au fur et à mesure, tous les bruits qu'il peut y avoir, ça se met à distance. Bonjour Albert. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien, Albert. Albert, il paraît que j'ai un soin à faire. Oui. Est-ce que tu es au courant? Non. J'ai un soin à faire, non? En fait, il faut que je pose un cathlon parce qu'il va falloir passer un produit pour aller mieux. Oui. Albert, est-ce que tu as une préférence sur l'endroit où on pourrait faire ça? Non. Non? Non. Il y a un bras auquel on fait plus les soins qu'un autre? Oui. Lequel? Le bras gauche. Le bras gauche, donc c'est celui-là? Oui. Ok, et à quel endroit c'est mieux? Là, là, là. Là. Là, tout en haut? Oui. Alors tout en haut, on n'aime pas trop en premier. Est-ce que tu crois qu'on pourrait faire là ou là? Là. Là, ok, ça me convient très très bien. Et pendant que moi je vais faire le soin, qu'est-ce que tu veux faire pendant ce temps-là? Est-ce que tu veux chanter? Est-ce que tu veux rêver? Est-ce que tu veux parler? Non, je veux rien faire du tout. Tu veux rien Ça va faire. très mal. Alors c'est très très bien. Tu ne vas rien faire. Mais je veux que tu ne fasses rien et absolument rien. Et est-ce que tu veux garder les yeux ouverts ou pas? Je veux garder les yeux ouverts. Et est-ce que tu veux que je te prévienne? Oui. Oui, très bien. Et pendant qu'on va faire tout ça, toi tu ne fais rien et absolument rien. Et c'est très important de ne rien faire du tout. Et peut-être que tu peux installer ton bras confortablement. Très très bien comme ça.
Et vraiment, je te demande de ne rien faire. Peut-être même de ne pas écouter, d'être là sans être là, parce que moi, je vais procéder aux soins et je vais le faire tranquillement. Et tu ne fais rien, et absolument rien. Et de faire ça, c'est tellement bien, et tellement détendant, tellement tranquille. Voilà, ça, c'est une hypnose conversationnelle. Ça va, Albert? Oui. Ouais. Faut revenir, Albert. J'ai deux petites questions. La première, c'est est-ce que quand on veut faire de l'hypnose, est-ce qu'il faut travailler sur le fait d'avoir des histoires à raconter, les préparer à l'avance? Je vois que certainement on entame et puis c'est au fur de la relation qu'on bâtit sa propre histoire. Mais il faut avoir de l'inspiration pour ça. Oui. Donc, mais est-ce qu'il est recommandé aussi d'avoir un certain nombre d'histoires, même s'il faut ramener l'enfant vers ta propre histoire pour pouvoir la tenir longtemps? C'est une question en tout cas que je me pose. Et la deuxième également, je pense qu'il y a quand même, doit y avoir une prédisposition pour pouvoir faire de l'hypnose. Parce que il y a certaines voix un peu trucs. Mais moi, quand j'étais là-bas, j'ai entendu votre voix, j'ai même pas compris l'histoire, mais j'étais hypnotisé. C'est une façon de parler sur un rythme. Le rythme, c'est comme le bercement. Un rythme de la voix qui berce et qui fait qu'au fur et à mesure, on se laisse emmener. Donc c'est de parler comme ça, peut-être sur le rythme de votre respiration. À chaque fois que vous soufflez, je vais vous parler. Que vous soyez de plus en plus détendu, de plus en plus confortable, de plus en plus agréable. Voilà, c'est un rythme comme ça. Après, c'est toujours bon d'avoir des histoires, parce qu'effectivement, il y a des enfants qui ne nous guident pas. Donc on peut leur dire, mais est-ce que tu connais l'histoire d'eux, etc., etc. Donc c'est bien de connaître quelques histoires. Et puis si l'enfant, comme notre ami, veut aller dans la forêt de Baobab, ben, je vais m'adapter. On va aller dans la forêt de Baobab, mettre des hamacs pour aller se reposer. Voilà. Alors après, je peux broder une des histoires que j'aurai en tête. Mais effectivement, il faut avoir... on lit, on s'inspire, on regarde. Quand c'est des enfants, il faut savoir un peu ce qu'ils aiment, etc., etc. Il faut s'intéresser au monde de l'enfant, ça aide, c'est sûr, c'est sûr. J'aimerais partager avec vous une histoire que j'ai vécue à Albert-Royer. Donc, je me rappelle avoir vécu cette histoire triste. J'étais en ce moment dans l'unité de soins prenant en charge les enfants drépanocytaires. Et je me rappelle ce jour-là, comme tous les jours d'ailleurs, les mamans sont en général tranquillement assises sur les bancs, sous l'arbre, en train d'attendre que la consultation démarre. Et il y avait une femme qui était tranquillement assise parmi elles, tenant son enfant dans ses bras. Et quand on est arrivé, comme les activités démarrent par la prise en charge d'abord des enfants qui sont malades, donc la pauvre mère ne s'était même pas rendue compte que son enfant agonisait dans ses bras. Donc quand on a installé l'enfant, on a commencé par lui, quand on a installé l'enfant et on a vu l'état dans lequel il se trouvait, donc aussitôt on l'a acheminé aux urgences, on a essayé de faire les soins de réanimation. Malheureusement, on n'a pas pu le récupérer. Et je me rappelle avoir beaucoup pleuré ce jour-là en tant que soignant et mère, d'imaginer cette situation, une mère tenant dans ses bras un enfant qui est presque décédé et qui ne le savait pas. C'était très triste. Bon, moi, personnellement, ça fait 2 ans que je suis en hospitalisation. J'ai fini, ça fait 2 ans. Déjà, en tant qu'étudiante, je pleurais tout le temps. Après chaque décès, je pleurais et je me disais qu'avec le temps, ça devrait passer et tout. Et là, j'ai fini à 2 ans, je suis en hospitalisation. Et on voit beaucoup de malades, beaucoup d'enfants chroniques, cardiopathes. Bon, à Diamniadio, on a plus de cardiopathie parce qu'on a un cardiopédiatre qui est là-bas. Donc, c'est des malades que je suis, vraiment... C'est des malades que je suis à long terme et tout. Et c'est difficile quand on les perd. On se demande, on est attaché à ces enfants et moi, personnellement, je continue à pleurer. Je pleure tout le temps et même mon chef de service me dit, il faut arrêter de pleurer parce qu'après, les parents vont se demander s'ils ne sont pas fautifs, si on a mal agi. C'est pas bien pour un pédiatre de pleurer devant les parents. Vous devez être fort pour eux, les soutenir. Mais au fait, je me demande comment on peut surmonter ça, comment on peut gérer ça. Parce que là, pas plus tard que tout de suite, là, on vient encore de m'annoncer encore une mauvaise nouvelle. C'est une fillette que je suis depuis plusieurs 1 an, 2 ans, cardiopathie, qui est encore revenue en état décompensé. Malheureusement, elle
Elle n'a pas survécu. Et ce qui est paradoxal, c'est que quand ça arrive, je ne suis presque jamais là. Soit c'est la garde la nuit, ou bien le matin j'arrive, l'enfant est décédé. Et il y a plusieurs questions au fait qui reviennent. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas pu faire parce que j'étais pas là, ou bien qu'est-ce que je pouvais faire de plus, ou bien qu'est-ce que les autres n'ont pas pu faire. Et malheureusement, des fois, on se défoule vers les étudiants ou bien les infirmières. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, je me dis que c'est assez difficile pour nous, les médecins ou même les infirmiers, de voir un enfant que tu connais, que tu suis. Et il n'y a pas plus tard que 2-3 semaines, elle m'a apporté une photo disant, voilà, c'était la Corité, elle était toute jolie, toute mignonne. Alors, c'est une photo que j'ai vue, elle était bien, quoi. Après, quand tout de suite on me dit qu'elle est décédée, je me dis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Bon, je suis là et voilà, je suis là alors que, le médecin de l'urgentiste m'a dit qu'elle arrivait il y a 2 jours aux urgences. Je me dis, bon, j'étais là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était bien, elle m'a apporté une photo, ça fait à peu près 3 semaines. Elle n'était pas si mal au point. Donc, en fait, en résumé, je me dis, je sais pas. On a vraiment besoin d'un soutien psychologique, on a besoin d'être assisté. Bon, heureusement que je connais quand même beaucoup de collègues qui me soutiennent, qui me disent, bon, docteur Dina, arrête, c'est pas grave, ça va passer, c'est comme ça, tu vas être fort avec le temps. Mais bon, je me dis, est-ce qu'on devient fort avec le temps? Est-ce qu'on s'endurcit? Est-ce qu'on s'habitue? Est-ce qu'on gère vraiment cette douleur-là? Ça devient moins lourd, moins... Je sais pas, parce que je me dis que... Je ne veux pas dire, comme on a vu avec la télé, est-ce qu'il en vaut la peine? Non, ça en vaut la peine, c'est sûr, parce qu'il y a des malades qui arrivent, qu'on arrive à sauver entre griffes, qui s'en sortent. Il y en a aussi qu'on perd et tout, mais des fois, on arrive à se demander si ça en vaut vraiment la peine, parce que c'est difficile. Ces malades qu'on suit, plusieurs hospitalisations qui rentrent chez eux, qui reviennent en visite, et après, voilà, quand on les perd, c'est assez difficile pour le personnel. Alors moi, je vais raconter mon expérience de psychologue. Ça fait 10 ans que je pratique dans mon hôpital et je suis le seul psychologue. Les 6 premières années, bon, ça s'est passé bien, mais ces 4 dernières années, là, je me rends compte que je n'en peux plus. Je n'en peux plus parce que je me dis, on dirait que ma boîte est pleine de secrets et que je ne peux plus en recevoir. Donc, le poids des secrets. Et pire encore, je suis seul, il n'y a pas un autre psy à qui je peux faire recours pour parler, pour faire le débriefing, tout. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Et là, dans mon hôpital, je gère tout, que ce soit les enfants, que ce soit la pédiatrie, la médecine, la chirurgie, la maternité. Les annonces, quand il y a les amputations, les maladies graves, tout, c'est moi. Je fais tout et tout pour que les problèmes de service restent au service et que quand j'arrive à la maison, c'est la maison, mais je n'arrive plus. J'ai envie d'en parler, mais avec qui il faut en parler? Et quelquefois, tu es la seule, et tu dis, mais tu penses à quoi? Et madame te dit, mais tu es là, tu penses à quoi? C'est que je revois tous ces films, j'ai les flashbacks, tout ce que les gens me racontent, ça me revient en tête et je me pose des questions. Mais comment ça a pu se passer? Comment on peut... Et là, moi, en tant que psy, moi, je dois les accompagner, je dois les comprendre, je dois les ramener pour qu'ils aient une bonne santé mentale. Mais moi-même... Et là, c'est très difficile. C'est très difficile et je me dis, après les 10 ans là, qu'il faut s'orienter autrement. Je pense qu'avec l'éducation thérapeutique, ça devrait être mieux, mais avec les histoires d'annonces encore, bon, je suis en train de voir comment faire pour s'orienter. Je me suis dit, peut-être après quelques temps de pratique, il faut faire autre chose. Sinon, c'est qu'on est KO. Et là, tout récemment, j'ai participé à un autre séminaire sur l'amélioration de la prestation des soins aux toxicomanes. Quand on a fait le test de burn-out, j'étais au top. J'étais au top. Sans me rendre compte, j'étais au top.
tu vois. Et là, vraiment, j'en ai jusqu'ici. Moi, en fait, je suis en pédiatrie depuis 2009 et je suis passée dans différents services. Mais mes plus grosses angoisses, c'est quand j'étais au service d'oncopédiatrie, donc avec le professeur Moreira. Donc il y avait beaucoup d'enfants qui avaient des tumeurs déformantes de la face, des tumeurs abdominales, pour qui en fait on faisait juste des soins palliatifs. Donc qui attendaient, disons que c'était la fin de vie. Et il y en a une qui m'a particulièrement marquée. C'était une fillette de 7 ans, donc qui avait l'âge de mon fils, qui avait une tumeur du cavum, accouchée par la bouche, qui avait une trachéotomie, une sonde nasogastrique d'alimentation. Et la tumeur était sointante, nauséabonde, ça saignotait. Et bon, chaque fois qu'on arrivait devant sa chambre d'hospitalisation, on traînait les pieds et puis on se demandait qui allait entrer. Et moi, c'était un peu comme si je me sentais obligée de rentrer par empathie. Je me disais que bon, il ne fallait pas qu'on la condamne entièrement. En plus, sa maman, j'avais l'impression qu'elle n'était pas traumatisée. En fait, je me disais, elle le vit plutôt bien parce qu'elle était bien habillée, elle était maquillée à chaque fois qu'on venait. Donc voilà. Et je faisais souvent des cauchemars où je voyais mon fils à sa place. Et je me rappelle qu'un jour, le professeur Moreira m'a convoquée dans son bureau pour me demander si j'étais intéressée par l'oncopédiatrie. Et chaque fois, je voyais l'image de cette fillette et puis d'autres qui avaient des tumeurs déformantes de la face. Je lui disais que vraiment, non, je ne pouvais pas continuer dans ce service. Et le jour où elle est décédée, contrairement aux autres, pour moi, c'était un soulagement. Parce que j'avais l'impression que cette fille-là, elle souffrait énormément. Parfois, on entrait dans la chambre, elle ne voulait même pas nous regarder. Voilà. Elle faisait mine de dormir et on savait bien qu'elle ne dormait pas. Sa maman lui faisait signe pour qu'elle nous réponde, mais elle ne voulait pas. Et moi, j'étais vraiment traumatisée par cette situation. Et chaque fois que je rentrais, mon mari est médecin, j'avais envie de lui parler, mais comme pour Dr François, il me disait non, écoute, toutes ces choses déprimantes-là, il faut les laisser à l'hôpital. Et j'étais frustrée parce que lui, il me disait oui, j'ai eu tel problème avec tel patient, il me racontait ses problèmes, mais moi, je n'avais pas le droit de parler de ses enfants, d'enfants malades parce que voilà, lui, après, il le vivait mal par rapport à nos enfants et tout. Et bon, contrairement aux autres, vraiment, c'était un soulagement de la voir partir. Donc là, je vais vous raconter l'histoire de Abdulaziz. C'est un enfant de 5 ans, un orphelin, qui a été admis dans un service d'hémato pour polyglobulie. Donc finalement, après, on me l'a renvoyé. Ce n'était pas une polyglobulie, c'était tout simplement une tétralogie de Fallot. Donc on a fait le diagnostic, c'était en mars. Et donc rapidement, j'ai fait le dossier, je l'ai envoyé en France. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai eu la chance de passer à Paris en avril. Je suis passée moi-même à Messéna et j'ai négocié son dossier et ça a été accepté. Finalement, il a été accepté, il devait partir pour juillet. Donc cet enfant était plus ou moins, il avait toujours des polyglobulies, il fallait toujours faire des saignées. Il fallait le prendre en charge, l'oxygéner. Il faisait souvent des malaises anoxiques. Finalement, on l'a stabilisé. C'était en avril. Il est sorti et il attendait de partir en juillet. Donc, 3 semaines avant son départ, ils m'ont appelé. Disons, Messéna m'a contacté. Il m'a dit voilà, il faut le retaper avant qu'il prenne l'avion. J'ai dit pas de problème. Il est venu 10 jours avant son départ. On l'a hospitalisé, on lui a fait ses saignées, on l'a mis à jour sur le point vaccinal. Et le petit il me disait tout souvent, Tanti, je ne vais pas revenir. Quand je vais partir, je ne vais pas revenir. Donc là, moi, je ne comprenais pas. Je dis, je me moquais de lui. Je dis, toi, tu vas aller rester en France. Bon, ça s'est passé comme ça. Finalement, il devait partir le lundi. Samedi, on m'appelle au service pour me dire que Abdulaziz va mal. Abdulaziz est décédé le samedi alors qu'il devait prendre l'avion le lundi. Ça, c'est resté vraiment ça, je n'ai pas digéré.
j'étais vraiment en deuil, quoi. C'était comme si c'était mon enfant. D'ailleurs, tout le service, tout le monde disait, voilà, mes condoléances, mes condoléances. C'est vraiment resté au travers. Jusqu'à présent, j'ai du mal à avaler la pilule, vraiment. Moi, j'aimerais partager 2 situations réelles. L'une en rapport avec une patiente adolescente suivie pour drépanocytose homozygote qui s'était relativement améliorée et qui venait que lorsqu'elle avait des soucis. Alors, un jour, elle est venue pour une situation d'infection et d'anémie, mais elle venait dans des situations beaucoup plus compliquées que celle-là. Elle est venue, nous l'avons hospitalisée, mais on s'est rendu compte que 2 jours après, elle commençait à se dégrader. Nous l'avons transférée aux urgences et elle devait être transfusée. Elle devait également bénéficier d'antalgiques majeurs. Et nous avons même tout fait pour avoir de la morphine pour elle. Nous lui avons administré son antalgique. Nous avons fait la demande de sang. Et ce qui nous a fait mal, c'est que c'était au moment où il fallait brancher le sang à cette fille-là qu'elle est décédée. Et c'était une adolescente de 18-19 ans qui était suivie depuis longtemps avec un projet de vie. Et ce jour-là, j'avoue que j'ai craqué parce que c'était brutal, on ne s'y attendait pas. On l'a récupérée de situations beaucoup plus dures que celle-là. Et elle est passée vraiment comme ça sur le bout des doigts et ça nous a fait mal. Et ce jour-là, je me rappelle, c'est le professeur qui m'a consolée, le professeur Diagne. Je ne pouvais même pas lui annoncer le décès. Il a appris le décès par les infirmiers parce que je ne pouvais pas décrocher mon téléphone. Alors il m'a appelé, il m'a tenu 30 minutes au téléphone pour me consoler. Et ce jour-là, j'étais effondrée. Et j'avoue que cette fille-là, jusqu'à présent, je n'arrive pas à ranger son dossier dans le registre des décès. Son dossier est toujours resté dans mon bureau. Et jusqu'à ce matin, son dossier est resté. Ça m'a vraiment choquée. Et l'autre situation, c'était un garçon qui avait une cardiopathie rhumatismale très évoluée et qui avait même bénéficié d'une cure chirurgicale. Il était opéré, donc il y avait tout cet espoir-là que l'enfant était guéri. Malheureusement, il a fait une rechute, on ne sait par quel mécanisme, et on l'a hospitalisé. Et ce pauvre garçon était en situation d'insuffisance cardiaque réfractaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien à faire. Et cette souffrance d'un soignant devant un enfant qui sait qu'il ne peut rien lui proposer, et l'espoir de cette famille-là, l'espoir que la famille a en ce personnel, et ça nous a fait une souffrance terrible. Chaque matin, il fallait venir, examiner l'enfant, réconforter les parents, mais on savait qu'il n'y avait pas d'issue heureuse pour ce garçon-là. Et ces 2 situations m'ont marquée et je crois que ça remet en question la particularité de la pédiatrie. Parce qu'en pédiatrie, nous prenons en charge des enfants et qui dit enfant dit famille. Donc l'espoir qu'ont les familles envers ces médecins, c'est énorme. Donc le médecin, ce n'est pas un dieu, ce n'est pas un ange, il a ses limites et il a sa pratique, mais il dépend d'un environnement. Et c'est cet environnement parfois aussi qui ne suit pas. Si je prends l'exemple de nos administrations hospitalières, le médecin peut avoir toutes les connaissances, toutes les compétences, mais si l'environnement ou le plateau technique ne suit pas, parfois les résultats ne peuvent pas être optimaux. Alors que les parents, ils ne comprennent pas tout cela. Eux, quand ils viennent, c'est l'espoir envers le médecin. Et le médecin, il vit tout cela. Il vit la souffrance des parents, la souffrance de l'enfant malade, la souffrance de vouloir faire et parfois d'être limité par les moyens du bord. Et leur souffrance, c'est parfois de ne pas être compris dans tout cela. Parfois, quand on fait tout ce qu'on peut faire et qu'on sent qu'il y a une incompréhension quelque part, là également, ça peut faire souffrir. C'est quand même normal que l'on pleure. Je pense que nous tous, nous avons pleuré dans nos bureaux. Hein. C'est vrai que devant la famille, et puis je dirais même c'est presque normal, je dirais c'est tout au moins humain, même devant la famille. Voilà, d'abord la tristesse, ça c'est évident, ça on ne peut pas la gâcher, mais même, voilà, si on n'y arrive pas d'être amené à pleurer, ce qui est évident, on ne peut pas s'effondrer quand même devant la famille en sachant que
nous nous sommes occupés de cet enfant et que les soins ne se terminent pas, hélas, quand il y a la mort, que l'accompagnement se poursuit après et que cette famille, on peut quand même l'aider dans son deuil en continuant encore à montrer de la compassion, etc. Et de ne pas s'effondrer parce que ça peut être interprété différemment. Mais quand même, et c'est un peu ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une sorte de balance. Hein. On est en souffrance lorsque la balance se penche trop sur les choses négatives que l'on subit. Il y a plein de choses positives que l'on vit aussi. On a quand même la chance d'avoir beaucoup d'enfants qui guérissent. Ces enfants reviennent dans le service en nous sautant au cou. Il y a quelques mois, il y a une des infirmières, Émilie, vient me dire est-ce que tu reconnais cette personne? C'est une jeune dame, très belle jeune dame, que j'ai connue, je ne sais pas, quand elle avait 6-7 ans. Et que je n'ai plus revue depuis longtemps, et qui est maintenant une dame qui vient avec un monsieur d'un certain âge. Elle me dit, mais c'est cet enfant, etc. Ah oui, très bien, super, on est content. Bon, ok, salam, bonjour. C'est son papa, elle est avec son papa. Et cette dame vient de se marier. Et parmi les épées de Damoclès qu'on n'avait pas enlevées au-dessus de la tête, c'est, à 6 ans, on n'y a pas pensé, quand elle avait 6-7 ans, c'est que, voilà, quand plus tard tu vas être guéri, que tu vas te marier, cette maladie n'est pas héréditaire. Le cancer de sang qu'elle avait, elle, étant enfant, ce n'est pas un cancer qui va être transmis. C'était un lymphome en l'occurrence, ce n'était pas un rétinoblastome bilatéral, heureusement. Voilà, c'est pas héréditaire, mais on ne lui avait jamais dit. Elle a grandi, adolescente et tout, jusqu'à se marier, en se disant, moi j'étais très malade. Elle était accompagnée par son papa qui était toujours avec elle. Donc je reviens vers l'unité, elle venait de je ne sais où, pour qu'on lui enlève cette dernière épée de Damoclès. Donc ça a été un plaisir. Ces groupes de parole dont on discute, en espérant que ça puisse apporter quelque chose, ça a 2 fonctions. La première fonction, c'est de concrètement montrer ce que peut être une médecine centrée sur le patient, et pas uniquement sur la pathologie. Et d'un autre côté, c'est quelque chose qui essaye de voir comment éviter que le médecin ou l'infirmier ou le soignant soit seul et en première ligne, toujours en première ligne, face à une espèce de violence des situations qu'il a à affronter. Un groupe de parole, c'est ce qu'on vient de faire ensemble, de façon un peu désordonnée. Tout le monde a craché le morceau, pour le dire simplement. Tout le monde a dit moi j'ai des soucis, j'ai des trucs comme ça. Et la seule chose peut-être qui permet d'évaluer un peu pour vous si c'est utile ou pas utile, c'est que chacun s'interroge si, après tout, en sortant d'ici, on se sent peut-être un peu mieux ou un peu moins mal d'avoir évoqué ces questions-là. Voilà, c'était un piège, vous êtes tombé dedans. C'était le but du jeu. Voilà. En tout cas, c'est ce truc-là. Un groupe de parole, c'est pas plus que ça. C'est cette espèce de chose où finalement, c'est pas hiérarchique, c'est très humain. On n'en fait pas grand-chose apparemment, mais peut-être que c'est un peu utile. Voilà. Tout ce que je ne peux oublier, c'est comment les enfants meurent vite, vite, la façon dont ils arrivent et qu'ils pleurent. Je ne vais jamais oublier. Les morts, ils ne peuvent rien me faire, je n'ai pas peur. Tout ce que je veux, c'est que la personne ne soit pas proche de moi. Si je suis au lit, il faut qu'elle soit loin. Sinon, si je suis seulement dans le lit à côté, ça me fait peur. Je ne veux même plus regarder par là, et même quand on va enterrer la personne, je ne veux plus jamais me coucher dans ce lit-là. Parfois, tu as peur de ne plus pouvoir te réveiller parmi les autres, parce qu'on te dit que la maladie tue vite les gens. Donc, c'est comme cela, tu peux mourir du jour au lendemain, et les gens ne vont pas savoir de quoi tu es mort. Tu as peur de mourir et de laisser tes petits frères ou de quitter tes parents. Je me suis fait des amis à l'hôpital. On ne devait pas sortir de la salle, donc on restait avec les autres quand on n'avait pas de soins. Mes amis, c'est Edem, Israël et Sorgna. Edem est parti à la maison. Israël est décédé, ça fait longtemps. Ça m'a rendu triste.
Il y a eu Jumi aussi. Effectivement, on a de plus en plus de malades de chroniques. Bon, je pense que le type de maladie chronique qui a mis les choses en exergue, c'est l'infection à VIH, le sida. Bien sûr, il y a d'autres malades chroniques qui sont reçus dans nos services à l'heure actuelle, à savoir les cas de cancer et des malades qui sont en fin de vie qu'il faut gérer. Donc, quelquefois, un sentiment d'impuissance est retrouvé au niveau du personnel soignant. Face à la douleur, à la souffrance chez l'enfant qui souffre en tout cas de cette maladie grave, face à la souffrance des parents, parce que en tant que personnel de santé, on est d'abord avant tout parents, donc on se met à la place de ses parents. La souffrance est vraiment partagée de part et d'autre. Donc les soins palliatifs sont des questions également qui méritent d'être développées dans nos services, pour accompagner ces patients, ces petits patients, pour accompagner ces malades, même comme on le dit, même quand on sait que il n'y a plus beaucoup d'espoir, mais il y a espoir quand on essaie en tout cas d'atténuer la souffrance, la douleur de ces enfants en fin de vie. En gros, qu'est-ce que c'est les soins palliatifs? Les soins palliatifs, ce sont évidemment des soins qui vont s'adresser à l'enfant. Et c'est aussi, au-delà de ces soins qui vont être adressés spécifiquement à l'enfant, c'est un ensemble de prise en charge qui va inclure, on l'a dit, d'une part l'enfant, mais aussi la famille. La famille, parce que ces soins vont être tout d'abord médicaux. Donc, dans le cas des soins médicaux adressés à l'enfant, il s'agira évidemment de prendre en charge la douleur, puisque dans beaucoup de pathologies, la douleur va vite être au centre de la symptomatologie, au centre de la préoccupation de l'enfant et de son entourage. Et cette prise en charge de la douleur est évidemment fondamentale. Quand on souffre, quand on a mal, évidemment, tout le reste ne va pas. En ce qui concerne cette prise en charge de la douleur, les moyens nécessaires pour cette prise en charge sont importants. Et parmi ces moyens, il est important d'aborder celui de la disponibilité de la morphine et de son utilisation. Donc d'une part, disponibilité de la morphine et utilisation de la morphine. Et nous avons beaucoup travaillé sur ce thème de la morphine, en commençant tout d'abord par insister sur le fait qu'il faut former le personnel à l'utilisation de la morphine, puisque un des grands problèmes de l'utilisation de la morphine, c'est quand même quelque part un peu le corps médical lui-même qui a, hélas, un peu peur de cette morphine. Et il sera d'autant plus difficile d'utiliser la morphine qu'on a un peu peur. Donc il est important de former le corps médical, de le sensibiliser à l'utilisation de la morphine. Les perspectives, c'est qu'en rentrant déjà de ce séminaire, la première des choses qu'on va essayer de faire, c'est faire un audit au niveau donc de notre service, s'autocritiquer, voir donc comment nos infirmières travaillent et leur essayer de leur faire un tout petit peu donc le transfert de ce qu'on a appris, en espérant améliorer donc toujours la prise en charge des enfants. Et j'espère aussi que ça va être un début de recherche dans ce sens. On a vu un déficit criard de communication entre les agents de santé et les patients, entre les agents de santé et leurs accompagnants, et entre les agents de santé eux-mêmes. Et donc, vraiment, cela a été, on a mis à jour encore de nos difficultés qui, bon, à mon avis, ne semblent pas finalement, contrairement à ce qu'on pensait, être liées à de gros soucis de matériel, de gros soucis de déficit de médicaments, mais plutôt vraiment un problème de comportement. Et un problème de comportement qui reste, disons, contrôlable, qui reste, on peut le changer. On peut le changer. Je pense que ce n'est pas une fatalité en soi d'être ce qu'on est, mais pouvoir quand même changer vers le côté encore positif de la chose. À mon avis, ce qu'il y a à faire chez nous exactement où nous travaillons, c'est commencer par le côté, disons, avec la proximité des soins pour la prise en charge de la douleur et mettre dans chaque unité où on fait des soins aux enfants, des groupes douleurs.
C'est des groupes, comme on dirait, avec 3 ou 4 volontaires qui voudront vraiment s'y donner et donner l'exemple aux autres. Et petit à petit, je pense qu'on peut essayer de changer les comportements des uns et des autres. S'il y a une leçon à retenir d'Inspédia, c'est que soigner un enfant ne se limite pas à soigner sa maladie. Soigner sa maladie est essentiel, mais il faut aussi envisager toutes les dimensions qui construisent l'enfance, c'est-à-dire la vie sociale de l'enfant, cette façon qu'il a très particulière de penser sa maladie, l'intelligence de l'enfant qui sait très bien à la fois son pronostic et le diagnostic, il le comprend parfaitement bien. Penser l'enfant aussi comme un acteur de ses soins, il sait tout à fait respecter ses traitements et est très vigilant sur ses traitements. Et puis, il faut aussi globalement essayer de voir comment peut-être améliorer l'hôpital pédiatrique dans son ensemble en réservant à cet enfant qui n'est pas un malade eh bien, des lieux où il va s'exprimer comme un jeune garçon ou comme une jeune fille, aller à l'école, avoir des endroits où il peut jouer et des endroits aussi où il va pouvoir retrouver ses parents, bien évidemment dans un contexte médical, mais aussi dans des lieux qui soient des lieux dédiés peut-être à des rencontres qui seront plus affectives que médicales. Donc je pense que tous ces aspects ont fait que ce séminaire était particulièrement intéressant et ça ouvre énormément de perspectives parce que ceux qui étaient là sont venus de différents endroits. Il y a certes l'équipe soudée et quasi permanente des sciences humaines et sociales qui est là, mais il y a les soignants venus de partout qui sont autant d'ambassadeurs dans le lieu de soins pour créer une ouverture pour que ces dimensions des soins soient prises en compte.